Cette visite d'État, on va en voir les premières images. Emmanuel Macron accueilli par Mohamed VI sur le tarmac de l'aéroport. Vous dites quoi pour commencer, Hélène Conway-Mouret? C'est une bonne nouvelle? Absolument, absolument. Vous savez quand même que nous avons avec ce pays une longue tradition d'amitié. Et donc, c'est vrai que depuis de nombreuses années, il y avait un gel au sommet de l'État qui avait des répercussions à tous les niveaux, que nous avons essayé, nous, au niveau parlementaire, de compenser. Nous avons continué le dialogue avec nos amis marocains, mais on voit bien que dans tous les domaines, ça n'allait plus. Il était temps, en effet, de relancer la machine et de faire en sorte qu'il y ait, en effet, cette visite d'État, puisque le président est accompagné de nombreux ministres. Donc, l'idée est en effet d'afficher cette entente cordiale avec signature d'accords et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose que cette visite ait lieu, en effet. Est-ce que vous approuvez ce geste, cette décision d'Emmanuel Macron? Et peut-être, dites-nous ce que vous pensez des conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Alors, ce qui a été dit précédemment sur la diplomatie telle qu'elle est conçue par Emmanuel Macron nous pose un problème, je crois, collectif, dans le sens qu'on a l'impression qu'il avance par coup de tête, coup de cœur, alors que la diplomatie, normalement, s'inscrit dans le temps. On voit bien que la France, depuis toujours, a respecté les résolutions des Nations Unies. Et je pense que nous sommes à un moment quand même qui est assez délicat avec ce qui se passe à Gaza, en Ukraine et ainsi de suite, où nous avons vraiment besoin d'un respect, alors que les Nations Unies sont mises à mal par la Russie, par la Chine, peut-être voire les États-Unis, et que la France a vraiment un rôle à jouer pour essayer de tenir cela. Donc, la France a eu une attitude pendant très longtemps qui lui a permis d'être finalement médiatrice entre deux États qui sont très importants, l'Algérie et le Maroc, parce qu'on parle du Maroc aujourd'hui, mais enfin, dans cette histoire, l'Algérie est intimement liée, et que donc nous allons nous éloigner de cette position d'équilibre qui faisait que nous pouvions en effet avoir finalement une relation avec les deux. Alors, mais vous auriez voulu être quoi? Consulté, que les parlementaires soient consultés? Alors, sur une dans un premier décision? temps, bien évidemment, parce que là, le président du Sénat a son idée, c'est le reflet de son groupe politique, mais je pense que globalement, un tel changement de cap méritait un débat pour que l'ensemble du pays, et peut-être qu'en effet nous sommes arrivés à un moment où la France peut changer d'attitude, mais alors à ce moment-là il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas que ça se résume à une lettre, une simple lettre au milieu de l'été avec un gouvernement démissionnaire, un Parlement qui ne travaille pas, enfin qui ne travaille pas avec le gouvernement comme nous le faisons normalement, et que nous sommes dans une sorte de vide politique. Une lettre est envoyée. Et cette lettre, qui n'a aucune incidence juridique, enfin voilà, mais est-ce que le président Macron va aller jusqu'au bout et aller aux Nations Unies et déclarer, en effet, la France maintenant demande... Là, je pense que nous jouons un jeu un peu compliqué. Ce déplacement, pour moi, s'inscrit dans une sorte de diplomatie de rupture par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent, et quelque part aussi accepte l'échec de la relation avec l'Algérie. Pour le coup, la France a fait de gros efforts, mais qui n'ont pas payé jusqu'à présent. Mais là, nous risquons définitivement de nous mettre à dos cet autre pays dont nous avons véritablement besoin pour d'autres raisons sécuritaires, énergétiques, enfin tout autre. Et voilà. Et je crois qu'on ne peut pas jouer avec la diplomatie simplement pour du court terme. L'annonce a été faite sur 30 ans, bon, très bien, mais là, on est vraiment dans le court terme. Et moi, ça me dérange, non pas sur la décision, mais la façon dont c'est fait. Bien compris. Est-ce que... Alors, on comprend bien qu'il y a peut-être une opportunité liée à la faiblesse de l'Algérie, mais un risque aussi à la marginaliser à ce point. Oui, bien sûr. Mais je voudrais revenir sur le dernier point, parce que non, ça n'avait pas échappé à la diplomatie. Et pour aller très souvent au Maroc, parce que nous avons énormément de Français résidant sur place, il suffit d'aller à la chambre de commerce de Casablanca, franco-marocaine, pour voir combien il y a ces opportunités avec un Maroc définitivement tourné vers le sud et la possibilité de partenariat, et la France est engagée dans des petits projets mais qui montent en puissance avec le temps, justement pour aller en Afrique de l'Ouest où aujourd'hui... Tu as bien perçu. Ah oui, absolument. Mais je voudrais vous entendre sur l'Algérie.
Parce que là, on a ouvert ce chapitre, on ne va pas y passer tout notre débat, évidemment, mais sur le risque, sur la réaction possible de l'Algérie avec ce qui est en train de se passer. La réaction a déjà été signalée par le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France. Donc ça, c'est le premier signal, on va dire, diplomatique, symbolique, certes, mais important. Et ensuite, moi, je pense que les Algériens sont en effet en attente de savoir si Emmanuel Macron va en effet au-delà d'une simple lettre et aller beaucoup plus loin, et puis ensuite en tirer les conséquences. Mais quand même, moi, sur le plan politique, je pense qu'il y a un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition, et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays, aujourd'hui, s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ces conditions à d'autres, comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de... Voilà, la conclusion de cela. La plus grande des mutations. Et bien sûr, un autre irritant pour les Algériens, puisque l'irritant, Sahara occidental est un irritant sur lequel les Algériens se reposaient, et puis dans le sens inverse. Voilà. Donc juillet 2021, l'affaire Pegasus éclate, on est en novembre quasiment 2024, c'est plus de 3 ans et 4 mois, Hélène Conway-Mouret, avec donc un gel, on l'a bien compris, des relations extérieures. Est-ce que c'était vrai aussi au niveau des parlementaires, ou est-ce que vous avez pu continuer d'aller au Maroc en étant bien reçu avec des interlocuteurs et de grade élevé? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça concernait seulement l'Élysée, les chefs d'État, ou seulement aussi les parlementaires? Alors, ça nous concernait officiellement, mais officieusement, non. Nous pouvions parler, mais je me déplaçais chez mes amis marocains, chez eux. Et il n'y avait absolument aucune possibilité d'avoir un agenda officiel où j'étais en visite. Par contre, bien sûr, je faisais du franco-français. Mais cela valait aussi pour notre ambassadeur qui est arrivé avec beaucoup d'ambition parce qu'il attendait bien sûr la visite présidentielle parce qu'il était là pour s'occuper plutôt du domaine économique. Eh bien, très frustré parce qu'il était invité nulle part. Et donc, il a pris des contacts, donc il a noué des liens assez forts avec les Marocains, mais toujours de façon officieuse. Donc oui, l'impact était très fort. Hélène, comme vous vouliez intervenir. Simplement pour rebondir sur l'histoire du séisme, le président Macron, souvenez-vous, avait fait une déclaration qui a été très mal perçue. Et à chaque fois que nous avions l'impression de vouloir tendre la main, est-ce que c'était fait de façon maladroite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur place, c'était vraiment le contraire de ce que nous pouvions attendre. Parce que les Marocains, j'étais sur place, m'ont dit « mais on n'a pas besoin de cette condescendance. Nous savons faire. Nous n'avons pas besoin des Français. » Et les Espagnols n'ont pas fait de déclaration officielle pour dire « voilà, vous avez un problème. Nous arrivons, forcément, nous allons vous sauver. » Les Marocains étaient tout à fait en capacité de le faire et ils l'ont très bien fait. Ils ont fait appel à la France, mais après, quand ils en avaient envie. Et je crois que là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, nous avons un renversement finalement de la position et du rôle des uns et des autres, où le Maroc décide quand et comment il a besoin de la France, quel type de partenariat, en se disant aussi que peut-être en Afrique, aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin du Maroc pour pouvoir être présents et avoir une place de choix. Mickaël Amourat, j'imagine que vous êtes sur cette ligne, Bruno Retailleau, et pas de votre famille politique, on va le rappeler, il faut changer de méthode. C'est même seulement une question d'efficacité, pas d'idéologie, d'après vous? La première question d'actualité que j'ai posée au gouvernement, c'était en octobre 2023, la rentrée parlementaire, où j'ai questionné le ministre à savoir est-ce que notre politique étrangère doit être dictée par la politique intérieure? Parce que c'est cela, en fait. Vous savez que, traditionnellement, c'était le ministère des Affaires étrangères qui s'occupait des visas. Bon. Sous Nicolas Sarkozy, M. Hortefeux avait récupéré pour faire entrer ça à l'intérieur, parce que c'est un élément de politique intérieure, et ce n'est que cela. Mais nous avons eu tout faux, et de récidiver de façon aussi bornée, pour moi, est assez choquante, parce que, comme ça a été très bien dit, c'est l'élite francophone, francophile qui est pénalisée. Mais bon sang, ils n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Moi, avec une autre casquette, puisque j'étais ministre déléguée aux Affaires étrangères, il y a 12 ans,
pendant 6 mois, j'ai bataillé avec un ministre, enfin mon équivalent, sur cette question de rapatriement de ressortissants de son pays et de laisser passer à donner. Mais ça a duré 6 mois, on n'a rien lâché l'un et l'autre, mais à la fin, on s'est mis d'accord. Et on n'a pas été dans l'obligation d'avoir des mesures de rétorsion, parce que là, c'est un bras de fer que nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons pas gagner. En fait, c'est un bras de fer que nous engageons et qui nous pénalise. Mais c'est tellement idiot. Enfin, recommencer ce qui n'a pas marché, moi, je ne comprends pas cette attitude. Alors, bien sûr que pour la politique intérieure, ça fait plaisir à quelques-uns de montrer que nous avons un ministre de l'Intérieur qui ne cède rien. Mais nous allons nous pénaliser à nouveau. Et je pense que, sincèrement, ça passe par le dialogue. Ça a été très bien dit. Nous devons essayer de voir comment nous pouvons... D'autant que sur tous ceux qui sont aujourd'hui... Enfin, je crois que 7%... en fait, de l'ensemble de ceux qui sont sur, ces OQTF, voilà. Obligation de quitter le territoire. C'est ça. Seuls 7% en effet présentent une menace. Ouais. Tout le reste, ce sont des gens qui ne sont pas présentés à la préfecture. Et donc, aujourd'hui, je pense que ça a été introduit en 2006, qu'il serait peut-être bon de remettre cela sur la table et de voir est-ce qu'il y a une autre façon, une autre méthode pour, en effet, faire en sorte que nous avons un certain nombre de personnes qui ne doivent pas être sur le sol français et comment faire pour pouvoir les renvoyer chez elles le plus efficacement possible. Mais je pense que c'est un travail que nous devons faire, ça serait plus efficace que de faire ce genre de déclaration.